pas des cheveux comme ça, on ne pense pas. Invité de ce journal, Georges Marchais, La gauche après l'été. La justice gratuite pour tous en 1978, vous n'aurez plus de droits à payer. Raymond Barre ira en Chine, il sera le premier chef de gouvernement occidental à rencontrer la nouvelle équipe au pouvoir à Pékin. Spéculation sur les terres agricoles, les jeunes agriculteurs manifestent. Bonsoir. La justice sera gratuite. C'est M. Perfit, le garde des Sceaux, qui l'a annoncé ce matin sur le perron de l'Élysée, après en avoir discuté avec le chef de l'État. Ceci va donc disparaître. Cette feuille venant du greffe du tribunal sur lequel on retrouvait l'addition des taxes, des droits et redevances concernant les actes judiciaires. Mais attention, cette mesure, qui va entrer en vigueur le 1er janvier 1978, ne concerne que la procédure civile. Le président de la République a le souci que la justice soit plus rapide, qu'elle soit plus accessible aux citoyens, qu'elle soit indépendante naturellement, et qu'elle ne soit pas chère. Tout ça se tient d'ailleurs. Aujourd'hui, la décision est prise que la justice sera gratuite. C'est-à-dire que les droits, les redevances, les timbres d'enregistrement, les taxes de tous ordres qu'ont à payer les justiciables ne seront plus à payer. La justice est lente et chère. Nos études le confirment, reconnaît le garde des Sceaux. Justice compliquée, par exemple, vous ne savez pas, lorsque l'avocat vous demande une provision, ce qui lui revient à lui et ce que vous payez comme frais. Prenons le cas d'une procédure simple, le divorce par consentement mutuel. Première étape, la conciliation. Le greffe, c'est-à-dire la justice, perçoit 50 francs pour la consignation. Les finances, un timbre de 17 francs. Le barreau des avocats, une taxe de 40 francs qui sert à racheter les anciennes charges d'avoué. Si la conciliation aboutit, vous aurez payé 107 francs. Si elle n'aboutit pas, il y aura jugement. Nouvelle avalanche de droits. Le jugement vous aura coûté 353 francs. Total, 460 francs. Cette somme, vous n'aurez plus à la payer. C'est l'État qui se substituera à vous, justiciable, dès le 1er janvier 1978, si le projet de loi en ce sens est adopté à l'automne. La justice pénale, elle, restera payante. Pour d'autres procédures, même en matière civile, les timbres, des vrais timbres, ceux-là demeureront, comme dans le cas d'un changement de régime matrimonial, 4 francs 25 par page. Et puis il faudra toujours payer l'avocat. Ses honoraires, en cas de divorce non consenti, peuvent aller de 3 500 à 10 000 francs. Comme prévu, M. Boulin, le ministre délégué aux Finances, a confirmé aujourd'hui la baisse des prix pour 4 séries de produits. Moins 10% à la torréfaction pour le café à partir du 10 septembre, moins 10% environ sur les huiles de soja et de colza, moins 6 à 7% sur la margarine, moins 10% sur la purée en flocons et les chips. Ajoutez à cette liste une baisse de 15% des prix des aliments du bétail d'ici la fin de l'année. Restons modestes, mais reconnaissez que nous étions les premiers à vous avoir appris cette bonne nouvelle dès le début de la semaine. Le bac version 78 sera plus facile. Au lieu de 12, une moyenne de 10 à l'écrit permettra d'être reçu sans passer l'oral. De plus, pour ceux qui auront obtenu 8 de moyenne et qui devront passer l'oral de rattrapage, il sera possible de choisir les 2 disciplines de leurs épreuves de contrôle. Autre innovation, l'histoire et la géographie feront partie des épreuves écrites. Au lendemain de l'annonce des mesures de soutien à l'économie, et qui auront bien évidemment des retombées sur la situation de l'emploi, les chambres de métiers viennent de lancer leur campagne Emploi des jeunes dans l'artisanat. Un chiffre permet de mieux comprendre l'acuité du problème. 350 000 artisans travaillent sans avoir avec eux un seul apprenti pour les aider. Hier, une enquête de Gérard Mérigot nous a permis de juger les premiers résultats obtenus après les mesures gouvernementales mises en application en juillet dernier dans les petites et moyennes entreprises. Ce soir, Patricia Coste examine ce qui s'est passé dans le domaine de l'artisanat. L'artisanat, 10% de la population active. Un des seuls secteurs à s'être maintenu pendant la crise où la réparation a pris quelque peu le pas sur la consommation. Le seul secteur qui dit pouvoir offrir dans l'immédiat 40 à 50 000 emplois d'ouvriers qualifiés. Mais des ouvriers qualifiés, les maîtres d'apprentissage et les écoles en ont très peu formé ces dernières années. Les jeunes ont préféré l'usine, les anciens alléguaient perte de temps, de matériel et charges sociales trop lourdes. Le gouvernement a donc pris en juillet dernier
une série de mesures pour relancer l'apprentissage. Majoration de la prime formation, simplification administrative et surtout exonération des charges sociales pour l'apprenti. Monsieur, est-ce que vous avez déjà pris des apprentis? Jusqu'ici, non. Et pourquoi? Parce que c'était difficile, surtout pour les charges sociales, quoi. C'était pour ainsi dire impossible avant. Et vous comptez le faire maintenant? Maintenant, bien sûr, hein. Si la loi est valable, quoi, parce qu'on nous a tellement promis souvent des tas de choses et puis des fois c'était pas vrai, quoi. Enfin là, je crois que c'est valable. Vous voulez continuer le métier? Bien sûr. Vous y croyez, vous? C'est sûr, oui. N'importe comment tous les métiers valables sont obligés de continuer, ça. Il est encore trop tôt pour connaître statistiquement les effets des mesures gouvernementales. Mais d'après les toutes premières enquêtes des chambres des métiers, les artisans semblent bien disposés. Rappelons qu'ils sont 350 000 pour l'instant à ne pas avoir un seul apprenti. Mais les jeunes suivront-ils? Leur rémunération reste faible, 410 francs par mois au début, et leur statut fragile, bien qu'amélioré depuis juillet dernier. Autre inconnue de cette relance, les vacances. Ces mesures, bien sûr, ont été très bien annoncées, et je pense que ça se traduira par une augmentation du nombre des jeunes pris par les employeurs. Mais je signale qu'il s'est créé, par exemple, des antennes dans les mairies, et à peine installées, elles ont été fermées pour cause de vacances. Or, questions et cas particuliers sont nombreux. En réponse, une grande opération SVP apprentissage sera lancée les 5, 6 et 7 septembre. Une permanence téléphonique sera assurée dans toutes les chambres des métiers pour répondre aux artisans, aux jeunes et aux parents et pour les mettre en contact. Objectif, 60 000 emplois supplémentaires. Une opération dont il faudra assurer les prolongements. Il est certain que si on veut faire de l'emploi à tout va et que l'on agrée n'importe quelle personne qui veut avoir des apprentis, à ce moment-là, il y a motif, il y a risque d'abus, mais c'est avant tout, il est absolument tout nécessaire de sélectionner les entreprises qui feront de l'apprentissage. Pour savoir si au niveau de la compétence, au niveau du matériel, au niveau de la volonté d'aboutir à une formation et non pas simplement à l'utilisation d'une main-d'œuvre de balai. C'est avant tout l'essentiel, c'est un travail d'investigation. Il ne faut pas accorder systématiquement les agréments aux entreprises. L'artisan qui vient de parler a attendu 3 ans l'agrément de son entreprise et n'a pas vu d'inspecteur depuis 5 ans. Former des apprentis, c'est bien, pourvu qu'ils deviennent des compagnons. Voilà donc pour le bilan de l'artisanat. Exemple même d'une entreprise touchée par la crise économique, Manufrance à Saint-Étienne. Depuis plus de 6 mois, c'est un secret pour personne, la manufacture éprouve de très grosses difficultés financières. Les curateurs, les experts nommés par le tribunal de commerce de Lyon, ont examiné à la loupe les comptes et le fonctionnement de Manufrance. Leur rapport, présenté aujourd'hui, et d'ores et déjà rejeté par le maire de Saint-Étienne, est relativement pessimiste. 800 suppressions d'emplois sont prévues. Si les causes de la crise que traverse Manufrance sont connues, le commerce va bien, mais la production va très mal, il ne faut surtout pas oublier que Manufrance n'est pas une entreprise comme les autres. Pour les Stéphanois, Manufrance, c'est leur ville. Ils sont 2500 à y travailler, 4000 autres en dépendent indirectement dans les entreprises sous-traitantes. Or, la situation financière de Manufrance est si mauvaise qu'on ne peut pas complètement exclure l'hypothèse d'une disparition pure et simple. Bien sûr, il y a des secteurs qui gagnent de l'argent, la vente par correspondance avec le fameux catalogue. Et puis le chasseur français et ses célèbres petites annonces, un puissant mensuel de 600 000 abonnés. Reste la production. Bicyclettes, machines à coudre, fusils de chasse, c'est un secteur où il faut beaucoup de main-d'œuvre. Les Italiens, les Espagnols et les Japonais sont moins chers, alors on vend de moins en moins. Et Manufrance perd 2 millions par semaine actuellement. On voit mal comment sauver une entreprise, quelle qu'elle soit, en conservant un secteur aussi déficitaire. Et le rapport présenté hier soir au tribunal de commerce de Lyon est très clair sur ce point. En plus de l'aide de l'État et de l'intervention d'un partenaire porteur de capitaux frais, il préconise 800 suppressions d'emplois. Le tribunal doit se prononcer avant 1 mois, mais le plus gros actionnaire de Manufrance a déjà répondu. Et c'est la municipalité, de gauche, élue en mars dernier justement sur un programme de défense de l'emploi. Alors ce matin, Joseph Sancdols, le maire communiste, a dit non au licenciement, comme l'ont fait les syndicats.
En outre, aucun partenaire financier susceptible de reprendre l'affaire ne s'est jusqu'ici manifesté. Reste donc aujourd'hui une marque prestigieuse que le gouvernement s'est engagé à soutenir, et puis 3500 salariés de plus en plus inquiets de leur sort. Toujours dans le domaine social, nous avons appris ce soir la reprise des négociations dans la fonction publique le 5 septembre prochain. À l'issue des discussions, M. Maurice Ligaud, le secrétaire d'État à la fonction publique, expliquera au cours d'une conférence de presse le contenu de ces négociations salariales dans la fonction publique. En politique, l'événement de la journée, c'est simple, c'est la présence dans notre studio ce soir en direct de Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français, interrogé par Jean-Pierre Elkabbach. Monsieur Marchais, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pourquoi avez-vous été si méchant avec vos alliés socialistes pendant tout l'été? Pour que la majorité dise que vous seriez incapable de gouverner ensemble ou parce que vous continuez à douter d'eux? Pourquoi parler de méchanceté? C'est beaucoup plus simple que cela. Nos trois partis avaient décidé de mettre à jour le programme commun de la gauche à l'issue d'une réunion de sommet. Les négociateurs ont travaillé pendant 2 mois. À la fin du mois de juillet, ils ont publié un communiqué bilan qui, d'une part, faisait état des progrès qui avaient été accomplis, mais, d'autre part, faisait état également de l'existence de divergences sur des questions importantes. Et puis vous êtes rentré de vacances, apparemment vous avez tous secoué. Est-ce que vous avez été mal représenté par vos propres hommes? Non, c'est pas comme ça que les choses se posent. Je suis rentré de vacances parce que j'avais terminé, que c'était à d'autres de partir. Nous avons estimé qu'il fallait informer les Françaises et les Français. C'est un principe pour nous. Vous savez, avec l'actualisation du programme commun, il s'agit de la vie, de l'avenir des travailleurs, de notre peuple, de la nation elle-même. Ces problèmes-là ne se règlent pas dans le secret des états-majors. Et vous savez que pour ce qui nous concerne, nous ne croyons ni au parti providentiel, ni à l'homme providentiel. Par conséquent, les Françaises et les Français sont concernés. Il était nécessaire de les informer à la fois des progrès réalisés, mais aussi des problèmes sur lesquels il y avait des divergences. D'autant plus, je le répète, qu'en définitive, c'est de leur intervention même que dépend la solution de ces problèmes. Par conséquent, il ne s'agit pas de notre part de méchanceté ou de violence ou de coups ou d'agressivité. Bon, le sommet va avoir lieu autour du 14-15 septembre. La date, on la connaîtra très bientôt. Le rideau va probablement tomber sur ce qu'a été la grande comédie de l'été. Mais pourquoi vous appelez ça comédie de l'été? Ça a ressemblé pour beaucoup de Français à une mais oui, mais là, comédie. On a l'impression que vous allez vous réconcilier de toute façon à partir de la mi-septembre et que le mythe ou la réalité unitaire va démarrer, qu'on n'entendra plus parler de vos discussions et de vos divergences jusqu'en mars. Cette façon de présenter les choses constitue une caricature de ce qui se passe à gauche. Vous savez, la crise est si profonde. Alors je pourrais parler longtemps là-dessus, sur les problèmes de l'inflation, du chômage, etc. La crise est si profonde que le problème qui est posé chez nous, c'est le problème du changement. Seulement voilà, les Françaises et les Français ne veulent pas n'importe quel changement. Ils veulent un changement réel. C'est-à-dire qu'ils veulent une solution aux problèmes qui sont posés. Et en particulier les problèmes de l'emploi et le problème des salaires. Alors il se trouve que sur ces questions, entre les partenaires de la gauche, il y a des divergences. Parce que, voyez-vous, il faut prendre ça au sérieux. Cette semaine, par exemple, j'ai vu dans un hebdomadaire qui se dit de gauche, à la fois une interview d'un membre du comité directeur du Parti socialiste, Jacques Attali, et de l'autre part un article d'un secrétaire national du Parti socialiste, Mermaz. Eh bien, Jacques Attali dit, les communistes veulent nationaliser 10 000 entreprises, et Mermaz dit, les communistes veulent nationaliser 1450 entreprises. C'est vous dire que vraiment, dans la direction du Parti socialiste, ça manque de clarté, d'autant plus que tous les deux appartiennent à la même tendance. Il y en a qui disent même 20 000. Quand on commence à sortir mais là, je des parle, neufs... oui, mais là, je parle du Parti socialiste. Par conséquent, vous voyez bien que les problèmes sont réels, sérieux. Ce n'est pas de la plaisanterie. D'autre part, je vois Rocard, après mon article en réponse à Priouret, où j'avais dit que le Parti socialiste, en raison de ses propositions
revenait sur les engagements pris en 1972 pour ce qui concerne les nationalisations, Rocard dit non, c'est l'imposture, c'est pas vrai, Marchais ne dit pas la vérité. Eh bien, il se trouve que Attali vient de confirmer mes propos, par exemple, pour ce qui concerne Thomson, CSF ou Alcatel. Par conséquent, nous n'avons pas inventé les divergences qui existent. Elles sont réelles et elles portent sur trois grands thèmes, trois grandes questions. Le volume des mesures sociales, le SMIC, les salaires, etc. Deuxièmement, le problème des nationalisations, et sur ce plan, le Parti socialiste revient en arrière sur les engagements de 1972, et le problème de la défense nationale où les conditions d'un accord existaient, mais où, avec sa proposition d'un référendum, François Mitterrand nous a mis dans une situation où nous ne comprenons plus ce qu'il veut. Ça fait que Par conséquent, trois grands thèmes et pas 70 points. Si. Trois grands thèmes qui recoupent 70 points exactement, alors, où il y a des divergences. Monsieur Mitterrand nous avait dit qu'il fallait savoir finir une discussion, hein, n'est-ce pas, comme avait dit Torres à propos des grèves. Est-ce que vous pensez que le sommet durera quelques heures, quelques jours, que c'est un sommet qui ira comme une négociation au finish, ou qu'il y en aura plusieurs sommets? Mais dites donc, vous avez discuté vous-même avec François Mitterrand la semaine dernière. Pourquoi ne lui avez-vous pas posé de questions sur quelle est votre position sur le SMIC, quelle est votre position sur les nationalisations, quelle est votre position sur la défense nationale? Il faut essayer d'éviter d'être un peu le perroquet, parce qu'on répète toujours les mêmes choses. Oui, mais ce n'est pas une question de perroquet, justement. J'aimerais bien que le Parti socialiste, qui semble s'accommoder du flou, parle clairement. Quelles sont ses positions? Nous avons au moins un mérite. Avant la discussion, nous avons rendu public nos propositions dans tous les domaines. Le Parti socialiste, lui, nous a remis un document. Voyez, le voilà. Avant. Mais il ne l'a pas rendu public, son document. Pourquoi le Parti socialiste a-t-il caché aux Françaises ou aux Français les propositions, les positions qui étaient les siennes sur les grandes questions où nous devons négocier? Poser la question, c'est y répondre. C'est parce que sans doute François Mitterrand ne veut pas dire devant la télévision qu'il est contre le SMIC à 2200 francs maintenant. Voilà un exemple, et je pourrais prendre les autres. Par conséquent, la position du Parti socialiste parce que je trouve cavalier l'attitude qui consisterait à minimiser une discussion qui porte sur l'avenir de notre peuple, de notre pays, et une discussion qui concerne les Françaises et les Français. Par conséquent, vous me dites comment se passera le sommet. Nous allons au sommet avec la volonté d'aboutir. Une discussion entre deux partis, trois partis, qui ont sur certaines questions des positions différentes, suppose la recherche d'un compromis. Ça va durer longtemps. C'est dans cet esprit. C'est pas une question de temps. J'ai entendu, Mitterrand a dit quelques heures. Moi, je ne décide pas par avance, ça va durer 1 heure ou 2 heures. J'ai vu d'ailleurs certaines déclarations. L'accord sur l'actualisation sera total, semblant ou ne sera pas, dit Mermaz. Un autre jour, il dit qu'il faut que le Parti socialiste apporte la preuve qu'il est capable d'imposer sa volonté au Parti communiste. À qui s'adresse Mermaz lorsqu'il tient de tels propos? Est-ce pour rassurer éventuellement la droite qu'il serait capable de tenir la dragée haute au Parti communiste? Mais c'est pas ça le problème. Vous pensez qu'il pourrait gouverner éventuellement s'ils arrivaient au pouvoir sans vous? Monsieur Mitterrand nous a dit précisément à Latché qu'il n'y avait pas d'alternative avec ce qu'il a appelé les forces conservatrices aujourd'hui. Il faut observer que François Mitterrand n'a répondu que partiellement à la question qui était posée. Il a dit « Nous ne ferons pas alliance avec les autres forces de droite », a-t-il dit, n'est-ce pas? Mais un journaliste aujourd'hui évoque la possibilité d'une situation à la portugaise, c'est-à-dire une situation où le Parti socialiste se trouverait dans un rapport de force qui lui permettrait, avec, disons, la complicité bienveillante de la droite, et surtout que notre Constitution le permet, d'essayer de gérer les affaires de la France avec un gouvernement socialiste, c'est-à-dire sans participation communiste. Ce qu'il faut, c'est que François Mitterrand dise clairement et nettement nous ne gouvernons pas avec la droite, ça il l'a dit, nous voulons un gouvernement d'union de la gauche avec les communistes, et nous ajoutons
il faut dire clairement aux Françaises et aux Français, voilà la politique que nous ferons. Nous ne voulons plus qu'il y ait des salaires de misère. Nous voulons réduire les inégalités sociales. Voilà sur quoi porte le débat. Monsieur Marchais, pour aller plus loin, s'il n'y a pas d'accord sur la réactualisation du programme commun, est-ce que vous imaginez d'aller devant les électeurs avec le texte de 72 ? Mais les électeurs, ceux qui souhaitent le changement, qui veulent le changement, attendent de la gauche qu'elle se mette d'accord sur un bon programme capable de sortir notre pays de la crise profonde qu'il connaît. Puis le programme de 72. Écoutez, le programme de 1972 ne répond pas à la situation actuelle. La preuve en est, quand nous avons proposé d'actualiser, que nous avions raison, il y a déjà 50 pages de plus. C'est bien la preuve qu'il fallait actualiser. Mais il reste que les millions d'hommes et de femmes de ce pays qui gagnent moins de 250 000 anciens francs par mois, moins de 220 000 anciens francs par mois, qui ne peuvent pas vivre, qui connaissent la misère, alors qu'il y a des inégalités sociales formidables. Il y a des gens qui gagnent des fortunes, qui dépensent en une seule soirée ce qu'un ouvrier gagne en un mois et parfois en une année. Ce que les travailleurs attendent de la gauche, c'est qu'elle dise très clairement et très nettement, si elle va au pouvoir, cette gauche, voilà comment elle va résoudre le problème des salaires, voilà les augmentations que nous aurons, voilà ce que sera la hiérarchie des salaires, voilà comment nous résoudrons le problème du chômage, voilà les usines nationalisées, voilà la défense nationale que nous aurons. Si par exemple sur les nationalisations, les socialistes ne changent pas d'avis, restent toujours aux 9 prévus en 72, si, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir... Non, je ne suis pas à la place des négociateurs socialistes. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une crise ou une rupture? Il n'y a pas d'autre solution pour vous, Monsieur Marchais. Comment le Parti socialiste, comment François Mitterrand pourrait-il prétendre qu'il reste un partisan de l'union de la gauche? Et ça, je m'en félicite, nous avons lutté 15 ans, nous, pour aboutir là. Alors que François Mitterrand vous dise, en répondant à une de vos questions, je suis pour l'unité de la gauche, vous permettez, ça me réjouit. Nous avons lutté pour cet accord-là quand il était contre. Mais ce n'est pas suffisant. L'unité, pourquoi faire? Voilà ce qui intéresse les Françaises et les Français. Vous avez entendu tout à l'heure, on a interviewé, c'était un ouvrier menuisier, je crois, hein, où vous lui avez parlé des promesses de M. Barre. Alors vous avez vu son réflexe, il a dit, vous savez, des promesses, on nous en a tellement fait. Ça a été, mais il a ajouté cette fois-ci, j'y crois. Non, il n'a pas dit cette fois-ci, j'y crois. Non. Mais il a dit, on nous a fait tellement de promesses. Eh bien, les Françaises et les Français, ils raisonnent comme ça. Alors, la droite, c'est normal. La droite, elle promet toujours et elle fait une autre politique. Tandis que la gauche, elle ne doit pas décevoir les espérances. C'est-à-dire, elle doit s'engager clairement et nettement pour l'avenir. Voilà ce que nous voulons. Est-ce qu'en insistant comme ça sur vos divergences, avec autant de netteté, et sur votre malaise, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire perdre à la gauche les chances qu'elle pouvait avoir d'arriver au pouvoir? Mais le pire pour nous, l'attitude la plus hypocrite, si je puis dire, ce serait de cacher aux Françaises et aux Français la réalité de la situation, au lieu de les informer. Nous avons un peuple adulte, notre peuple doit être informé pour qu'il réfléchisse, pour qu'il pense. D'ailleurs, vous voyez, le bilan de la situation, nous allons le faire très complètement dans une humanité spéciale lundi que nous allons diffuser à plus de 5 millions d'exemplaires. Parce que nous voulons que tout le monde puisse bien réfléchir à ce qu'est, à l'étape actuelle des négociations, la position des différents partis, les propositions que nous faisons et la volonté que nous avons d'aboutir seulement. Je l'ai déjà dit ici, vous le savez, il est exclu de compter sur le Parti communiste pour aller au pouvoir, pour gérer la crise. Qu'est-ce que penseraient les Françaises et les Français? On a changé d'homme, au lieu d'avoir M. Barre qui nous avait tout promis et qui n'a rien fait, on a un autre Premier ministre de gauche, mais ça ne change rien. L'inflation continue, nous restons chômeurs et tous les problèmes restent insolus. Nous aurons l'occasion, M. Marchais, d'y revenir. Ma dernière question. La mode est en ce moment au livre de politique fiction. Des hommes de milieux différents analysent les choses à peu près de la même façon. Ils pensent que la gauche pourrait arriver au pouvoir, qu'il y aurait un gouvernement dirigé par M. Mitterrand et que la gauche ne resterait qu'entre 100, selon les cas, ou 200 jours. Vous allez voir fleurir ce genre de livres. Et généralement, on dit que la gauche ne résisterait pas à l'épreuve du pouvoir à cause de vous. Bien, vous savez,
la politique fiction n'amuse au fond que ceux qui sont bien nantis, qui ont de bons salaires, qui vivent bien. Mais la politique fiction, elle n'intéresse pas les travailleurs, les salariés qui ont tant de mal à vivre ou ceux qui sont au chômage et en particulier les jeunes. C'est la raison pour laquelle l'hypothèse selon laquelle la gauche ne tiendrait pas au pouvoir de par le fait des communistes est une contre-vérité évidente. C'est précisément parce que nous voulons que la gauche tienne au pouvoir, c'est-à-dire qu'elle réussisse. Le problème pour nous, naturellement, c'est de gagner la majorité aux élections. Mais c'est surtout de réussir, c'est-à-dire lorsque nous serons au gouvernement, de mettre en application la politique qui aura été voulue par la majorité. C'est ça la condition pour tenir. Les travailleurs ne nous maintiendront leur confiance que si nous répondons bien à leurs espérances, c'est-à-dire si on ne retrouve pas ce que l'on a trop connu dans le passé, où la gauche non communiste se faisait élire pour une politique, et quand elle était au pouvoir, elle en faisait une autre. Voilà pourquoi, pour que l'expérience non seulement réussisse, mais qu'elle dure longtemps, pour que les espérances des Françaises et des Français soient pleinement satisfaites, voilà pourquoi nous voulons, nous communistes, un bon programme commun de gouvernement. Et pour y aboutir, il reste des divergences sérieuses qu'il faut surmonter. Nous le voulons, c'est la volonté des communistes. Merci, Monsieur Marchais, vous l'avez assez dit. Messieurs Mitterrand et Fabre doivent le savoir ce soir. Merci. En politique, à retenir du côté de la majorité, M. Raymond Barre aura la primeur du contenu du manifeste. Jean-Pierre Soisson, le secrétaire général du Parti républicain, ira présenter au Premier ministre le texte mis au point lundi, dans sa version définitive, le 8 septembre prochain. Le manifeste de la majorité sera rendu public sans doute à la mi-septembre. Inquiétude en Italie. Des traces de dioxine, la substance chimique qui s'est échappée en juillet 1976 d'une usine de Seveso. Des traces ont été retrouvées dans le corps d'une habitante de cette ville décédée d'un cancer du pancréas. L'enquête judiciaire et les experts médicaux diront si la dioxine était en quantité suffisante pour provoquer directement la mort de Mme Turquetto. Un observatoire suédois l'a confirmé aujourd'hui, les soviétiques ont bien fait exploser une bombe dans la région de la mer de Barents. L'explosion correspond à 5,9 degrés sur l'échelle de Richter. Et puis en Rhodésie, le Premier ministre Ian Smith a dit qu'il prendrait sérieusement en considération les propositions anglo-américaines que sont venus lui présenter ce matin M. Owen l'anglais et M. Young l'américain. D'ores et déjà, Lord Carver, un militaire britannique, a été désigné pour le poste très difficile de commissaire résident pour la période transitoire en Rhodésie, c'est-à-dire la période qui s'écoulera entre la fin du régime de M. Ian Smith, qui a remporté hier un succès écrasant aux élections générales, et l'arrivée au pouvoir des représentants de la majorité africaine de ce pays. La ville de Munich, en Allemagne fédérale, a interdit aujourd'hui une manifestation néo-nazie prévue pour samedi prochain. En France, l'Association nationale des anciens combattants de la résistance, qui souligne avec force les résurgences du nazisme, invite à un rassemblement le 4 septembre devant la gare Montparnasse. Le président du Sénégal, M. Senghor, a été reçu à l'Élysée à déjeuner aujourd'hui par Valéry Giscard d'Estaing. À la sortie, le président sénégalais a expliqué que le président Nyerere de Tanzanie a voulu donner des leçons aux pays francophones, accusés d'être les valets de l'impérialisme français. Je n'ai pas de leçons à recevoir, a expliqué M. Senghor. Face à un coup d'État, il a appelé, lui, les soldats britanniques. Moi, je n'ai jamais appelé les soldats français. Et puis dans l'après-midi, le président de la République a reçu M. Han Kuo-kwa, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine. M. Han a présenté ses lettres de créance au président de la République. M. Han a affirmé qu'il souhaitait contribuer à maintenir les excellentes relations entre la Chine et la France et a tenu à transmettre au peuple français les cordiales salutations du peuple chinois. Voici sa déclaration en chinois dans le texte. Je ferai tous mes efforts pour que les relations entre nos deux pays continuent à se développer. Alors, je vous prie de bien vouloir transmettre les salutations amicales du peuple chinois au peuple français. Voilà, c'est fait. À propos de la Chine, si l'on confirme ce soir à Matignon, à l'hôtel Matignon, que M. Raymond Barre se rendra bien prochainement en visite officielle à Pékin, on rappelle qu'aucune date n'a été fixée pour le moment. Dans l'affaire du hold-up manqué de Châtenay-Malabry, l'autopsie pratiquée sur Mustapha Boukezer révèle qu'il a été tué à bout touchant par un policier. C'est-à-dire que le brigadier Marchaudon, qui a tiré sur lui, l'a achevé dans le dos avec le bout du revolver touchant le corps. La victime n'était plus armée,
Elle était déjà blessée, couchée par terre en travers du trottoir. La police des polices, c'est-à-dire l'inspection générale des services, a commencé une enquête, car le premier rapport de police transmis au parquet de Nanterre affirmait au contraire que tous les coups avaient été tirés sur Bouquézère alors qu'il s'enfuyait et se trouvait à plus de 4 mètres des policiers. Il faut rappeler que le brigadier Marchaudon a déjà été impliqué dans 2 affaires similaires entraînant mort d'homme. Le 23 août, vers midi, 5 voyous s'apprêtent à attaquer la poste de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. Une voisine, intriguée par leur allure, téléphone aux policiers qui arrivent avant le hold-up. Course-poursuite, fusillade. Finalement, 2 gangsters s'échappent, 2 autres sont arrêtés. Et le 5e, Mustapha Bouquézeur, un Algérien de 21 ans, est abattu par le brigadier Marchaudon du commissariat de Sceaux. Abattu dans quelles conditions? C'est toute la question. 2 choses accablent le policier. D'abord, les résultats de l'autopsie. D'après les médecins légistes, les 2 balles mortelles ont été tirées à bout portant dans le dos de la victime qui était déjà blessée par 3 balles. Ensuite, les témoignages. Plusieurs personnes auraient affirmé que le brigadier Marchaudon a achevé Bouquézeur alors qu'il était allongé sur le trottoir et désarmé. Le policier aurait même conclu « Espèce de salaud, maintenant, tu es crevé ». Aujourd'hui, le procureur de la République a saisi l'IGS, la police des polices, qui, semble-t-il, ne s'était pas encore soucié de cette affaire. Il reste à savoir si cette enquête purement administrative sera doublée d'une information judiciaire. C'est ce que désirent plusieurs syndicats de policiers. Si le brigadier Marchaudon est reconnu coupable, d'homicide par exemple, vous voulez qu'il soit jugé et condamné comme un simple citoyen? Il est exact que dans sa fonction de policier, il doit respecter, même si la police à l'heure actuelle a des difficultés face à la vague de criminalité et de violence, pour exercer ses fonctions, il est également exact qu'il doit rester dans le cadre de la loi, et si les responsabilités du brigadier Marchaudon sont établies, il doit être traduit devant les tribunaux comme un simple citoyen. Voilà, il y avait un tiercé aujourd'hui à Vincennes. Résultat 9, 4, 11 pour 5 francs. Vous avez les rapports ici dans l'ordre et dans un ordre différent. Un petit coup d'œil très rapide sur la météo pour demain. Quelques foyers orageux vont persister dans le nord-est et le ciel sera couvert avec des pluies sur l'ouest de la Bretagne. Brumes et brouillards fréquents sur le sud-ouest, le centre et la Bourgogne, mais l'après-midi ils vont se dissiper pour faire place à un temps ensoleillé et assez chaud. Au cours de la journée, la zone pluvieuse de Bretagne se décalera pour atteindre la Vendée et la Flandre. Vous avez rendez-vous avec Bernard Rapp vers 23h20 pour la dernière édition du journal. Je vous souhaite une très belle soirée.